Oui, 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 bonsoir, bonsoir. Christophe de Ville Lumière. Oui, Je suis d'abord, je vous remercie d'abord de prendre de votre temps et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Ce soir, j'aurai à mes côtés Stéphane Chavignan, qui est psychologue et préparateur mental, qui interviendra à un moment donné pour vous poser quelques questions. Et, et avant de rentrer dans le vif du sujet, ou pour y rentrer, peut-être, je dirais plutôt, je vais d'abord, comme à l'habitude, commencer par la petite bio de l'invité. Donc, n'hésitez pas à vous corriger ou même à ajouter certaines choses. Hein, voilà. Donc, je peux préciser que vous êtes né le 1er septembre 1987 à Carpentras. c'est ça. C'est ça. Voilà. Vous avez commencé en 2006 le football avec le FC Rouen en CFA. Puis vous êtes passé en 2007 à l'EDS Montluçon, qui était toujours un club de CFA. Et vous y êtes fait remarquer par de nombreux recruteurs. Vous avez rallié l'US Musénac, il me semble, voilà, C'est ça. dans l'Ariège. Et vous avez évolué en national pour la saison 2009-2010 avec ce club. Mais bon, ça vous a permis de vous faire connaître en Coupe de France. Entre autres, vous avez marqué 3 buts en 6 matchs, dont un contre l'AC Arles-Avignon, qui était un club de Ligue 2 à cette époque-là. Et à partir de là, vous avez été courtisé par des équipes de nationale et de Ligue 2, comme la S Cannes, le RC Strasbourg ou l'US Créteil. Vous avez vraiment signé pour 3 ans avec Dijon, et qui évolue en Ligue 2. Et du coup, vous êtes illustré entre autres sur un doublé contre la Berrichonne de Châteauroux, entre autres. Et vous avez été prêté à Troyes parce que vous trouvez que vous n'aviez pas assez de temps de jeu. Finalement, vous êtes passé à Troyes. Vous êtes passé, ensuite vous êtes retourné, vous n'avez pas prolongé votre contrat à Dijon, vous êtes passé à la S Arles-Avignon, donc vous êtes retourné dans votre département natal, en fait. Et depuis, vous êtes à présent en Belgique depuis la saison 2012-2013. Alors vous me corrigez la prononciation, le Zoeterwaregem, ou je t'appelle ça? Ouais, oui, Zoeterwaregem. Et qui est en fait vice-champion de Belgique, d'ailleurs depuis que vous y êtes, et qui a été finaliste de la Coupe de Belgique et qui était à 2 doigts de décrocher sa qualification pour la Ligue Europa. Et une équipe, Christian, Oui. Oui. On est qualifié, mais je ne crois pas, on va jouer des tours préliminaires. Ah oui, voilà, en fait, ouais, pas directement, mais vous jouez des tours préliminaires, oui. Ouais, voilà, parce qu'on a quand même fini quatrième, donc on a un tour préliminaire. En gagnant la coupe, on avait juste un tour préliminaire en moins, mais bon, on va quand même participer au tour préliminaire et essayer de se qualifier. Alors, c'est une équipe Zulte-Waregem qui a rencontré dans son histoire le Paris Saint-Germain, il me semble-t-il, non? Alors honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Elle n'a pas changé de nom. Il me semble qu'elle avait changé de nom, non? Peut-être. Écoutez, moi je suis arrivé là la saison dernière, donc je connais pas très bien l'histoire du club. D'accord, oui. Donc c'est vrai que ça vous change parce que vous vous retrouvez en première division, c'est en Belgique, mais c'est la première division. Voilà, vous avez entamé la Liga Europa, au moins les tours préliminaires. Et l'année dernière, j'ai joué l'Europa League. On a joué les poules, on a failli se qualifier pour les 16e de finale, ça se joue au goal average d'un but. Donc ouais, c'est sûr que c'est une super expérience. Voilà. Et alors j'ai lu entre autres choses, entre autres interviews que vous avez données, dans une interview donnée à la Dépêche, dans la dépêche.fr, je l'ai lu, où vous disiez en fait que la Ligue 2 était un tout autre monde. Et ça rejoint en fait les propos de notre invité hier, Grégory Pesselet, qui aussi disait, lui de son côté, que bon, il lui disait que c'était très difficile en fait la Ligue 2,
Qu'est-ce qui est de si difficile? Est-ce que finalement la Ligue 1 ou la première division en Belgique est plus facile sur cette façon ou quelle est cette particularité de la Ligue 2? Ben, la particularité de la Ligue 2, pour y avoir joué presque 4 ans, ben, voilà, c'est un championnat difficile au niveau de l'impact physique. Il y a beaucoup d'impact. Après, c'est souvent des équipes qui jouent voilà, extrêmement physique. Ça joue un peu moins bien au ballon que sur la division belge. Mais voilà, la différence se fait sur l'impact physique. En fait, c'est une endurance particulière qu'il faut, physique et mentale. Voilà, ouais, mentalement aussi, ça y joue. C'est des matchs rudes. En Ligue 1, on voit rarement le dernier battre une équipe contre les 6 premiers. Alors qu'en Ligue 2, sur chaque match, on ne sait pas. On ne peut pas savoir qui va gagner. Tous les week-ends, il y a des surprises. C'est un championnat très homogène en fait. Voilà, tout le monde peut battre tout le monde et on peut perdre contre n'importe qui. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'est compliqué. Il n'y a pas de match à gagner d'avance. La victoire est acquise d'avance. Donc il faut concentrer tous les matchs et donner le meilleur. C'est vrai que vous disiez tout de suite, bon, ça se joue un peu moins bien au ballon tout de même, mais finalement, ça a aussi son attrait particulier par rapport à la Ligue 1, où on s'attend à ce qu'il y ait en moyenne maximum 2-3 clubs qui puissent se disputer le titre, alors qu'en Ligue 2, voilà, ça change un peu. Des surprises. Ouais, voilà, il y a souvent des surprises en Ligue 2, je pense notamment à Arles-Avignon qui était monté, il y avait Dijon, même quand moi on était monté avec Dijon, on n'était pas attendu au départ. Donc voilà, en Ligue 2, on voit qu'il y a tout le temps des équipes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu alors qu'elles ne sont pas forcément attendues. Donc voilà, ça fait aussi la beauté de ce sport. Voilà, tout n'est pas joué d'avance, c'est encore, heureusement, voilà, ça laisse la beauté du jeu. Et en Belgique, comment est le championnat belge, pour nous en parler un petit peu, pour que nos auditeurs connaissent? Après, le championnat belge, voilà. Ouais, le championnat belge, c'est différent parce que, donc déjà, il n'y a que 16 équipes, alors qu'en France, on est 20. Sur les 16 équipes, vous avez les 6 premières, c'est-à-dire les équipes qui terminent dans les 6 premières jouent les playoffs à la fin de saison. Donc voilà, le niveau de ces 6 équipes, on a Anderlecht, le club de Bruges, le Standard, Genk, il y a nous, Waregem et Lokeren. Donc voilà, ces 6 équipes-là, ça joue vraiment à un bon niveau. Je pense que ça vaut mieux de tableau Ligue 1, quoi, ça joue. Et après vous avez les 10 autres équipes qui jouent peut-être un peu moins bien, et là ça ressemble un peu plus à de la Ligue 2, qui mettent beaucoup plus d'engagement, qui essayent de jouer sur autre chose que sur la qualité elle-même des joueurs, mais bon, c'est quand même un championnat, un beau championnat, il y a de beaux matchs, les stades sont pratiquement pleins tous les week-ends dans n'importe quel club. Il y a les Belges aiment beaucoup le football, donc c'est sûr que c'est toujours plaisant de jouer devant énormément de monde plutôt que devant personne. C'est vrai que les stades sont souvent pleins. Moi, pour avoir quitté la Belgique en 2000, enfin la frontière en 2010, on avait une domination du Standard de Liège avec des grands joueurs qu'on connaît, Mangala, Fellaini, et puis il y avait aussi ces équipes phares que vous dites, notamment Anderlecht, le derby avec le Standard, et puis 3-4 équipes qui suivaient derrière, comme Anvers, et puis cette différence, parce que j'ai des équipes comme Mons, je ne sais pas où est Mons maintenant, mais ils viennent de descendre. Ils sont redescendus. Ils font le milieu lourd, Mons. Mais voilà, entre des équipes qui sont comme ça, je ressentais 2 étages, moi, à l'intérieur de cette... voilà. Oui, un peu moins, mais c'est vrai que comparé à la France, il y a un peu moins de surprises. Voilà. Les équipes de bas de tableau ont vraiment plus de mal. Après, comme vous l'avez dit, voilà, il y a de belles équipes qui en plus le championnat belge est un championnat qui est vachement regardé. On voit qu'il y a
chaque année, les meilleurs joueurs partent. Ah, puis il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance. C'est bon. Puis voilà, il y a des bons joueurs. Là, on voit que le meilleur buteur du championnat est parti à Marseille, Batshuayi. Il a signé à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc à chaque fois, les bons joueurs partent vers les plus gros clubs européens. Nous, on avait le frère Bavard, Torgan, qui est reparti sur Chelsea. Là. Voilà, donc on voit que le championnat est quand même un bon niveau, puisque les joueurs partent dans les grands clubs européens derrière. Ouais, c'est ça. Je ne me rappelle plus le nom. J'ai plus le nom de celui qui est parti, l'attaquant qui est parti à l'AS Monaco aussi, qui marquait beaucoup de buts au Standard, mais je n'ai plus son nom. Oui, Girard, non? Non. Ah, il y avait Mbokani. Mbokani. Dieu merci, Mbokani. Ouais. Mais bon, qui cartonnait quand même en Belgique et puis qui a eu plus de difficultés à Monaco, mais bon, c'est particulier aussi. Mais oui, c'est vrai. Et puis l'ambiance qui règne dans les stades. Enfin voilà, il n'y a rien qu'à voir un match du Standard de Liège, c'est beau à voir. Hein. Ah oui, non, c'est sûr, franchement, surtout au Standard, il y a une bonne ambiance, mais après voilà, c'est pas que sur 2-3 stades, c'est vraiment tous les stades où il y a du monde, où il y a une bonne ambiance. Les stades sont un peu plus petits qu'en France, voilà, ils font des joueurs Kelvin, mais ils sont remplis, quoi, donc c'est vraiment sympa. Et alors, quels sont, maintenant que vous jouez en Belgique, quels sont avec Jules Waregem vos objectifs personnels et collectifs du club? Là, alors, collectif, là, ça va faire 4 ans que Jules Waregem joue les playoffs 1. Donc l'objectif, c'est de continuer à les jouer. Après, là, à court terme, on a le 17 juillet, le premier tour de préliminaire d'Europa League. Ça serait sympa de la rejouer encore cette saison. Parce que là, c'est toujours bien d'avoir notre compétition dans les jambes. Après, on n'a pas d'objectif particulier, mais l'objectif, c'est de gêner les gros, comme le Standard, comme Anderlecht, comme Club de Bruges, et essayer de les embêter au maximum. Voilà, il y a 2 saisons, on a fini vice-champion. Cette année, on a fini 4e, mais jusqu'à 3 journées de la fin, on était à 2 points du premier. Donc voilà, c'est essayer de revivre des moments comme ça à 4-5 journées de la fin et croire encore au titre. Voilà. Bon, la saison dernière, on a fait aussi la finale de la Coupe de Belgique. Donc on a eu un petit regret parce qu'on a perdu en finale 1-0. Donc la Coupe de Belgique, ça peut être aussi un objectif, ça peut être un objectif pour nous. Ouais. Gêner les gros, c'est ce que vous avez dit, gêner les gros, c'est-à-dire ces équipes de tête dont vous faites partie, parce que moi, Zuid Waregem, je mets l'équipe telle que je la connais, parce que pour être honnête avec vous, je la suis pas plus cette saison ni la saison qui s'est terminée, mais je la classe dans l'équipe de haut niveau, et c'est une équipe, comme vous dites, qui gêne, qui sait gêner les gros, comme Anderlecht. Ouais, voilà, les gros, oui, voilà. Après, c'est énormément de budget d'écart entre Anderlecht et Zuid Waregem, par exemple. Donc voilà, nous, on essaye avec nos moyens d'essayer de remporter nos matchs et, comme vous dites, voilà, d'embêter les gros. Et par rapport à vos objectifs personnels, vous, comment vous voyez ce départ en Belgique? Écoutez, moi, voilà, moi, la saison dernière, j'ai découvert un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Donc, c'est un championnat et une équipe où je me sens bien. J'ai joué pratiquement tous les matchs, même si je n'étais pas tout le temps titulaire, je suis rentré pratiquement tous les matchs. Donc voilà, cette saison, c'est vraiment essayer de m'imposer dans l'équipe et puis à titre personnel, voilà, là, cette saison, je joue milieu de terrain, mais bon, voilà, c'est de marquer des buts, faire des passes décisives, essayer d'être décisif pour l'équipe. Décisif pour l'équipe. Voilà. D'accord. Bon, alors je vais vous dire à tantôt. Oui. À tantôt. Voilà. Et justement, je voudrais rebondir sur le fait que vous disiez, c'est être décisif. Est-ce que justement, en étant décisif, vous êtes du coup essentiel à l'équipe, mais aussi désirable pour beaucoup d'autres clubs, de d'autres pays? Est-ce qu'il y a un petit peu derrière cette intention
au-delà du fait de faire son travail du mieux possible, comme c'est votre état d'esprit, l'idée de peut-être venir en France dans un grand club de Liga. Bon, après, voilà, nous, en tant que compétiteurs, quand on rentre sur le terrain, c'est d'être le meilleur possible. Après, on passe pas forcément sur le terrain à je vais être bon pour essayer de signer quelque part. Voilà, on essaie de donner le meilleur de soi-même. Mais après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des clubs qui vous appellent et qui vous disent on aimerait bien que tu viennes. Ça, c'est, bien sûr, après, c'est un objectif à long terme, mais sur le court terme, c'est essayer d'être rond, de donner le maximum, et après, le reste, ça vient tout seul. Mmh. Et bien sûr, vous faites votre travail, mais vous songez de temps en temps à revenir un jour, au moins, enfin peut-être d'ici quelques années, ou peut-être plus tôt, au moins à moyen terme, à revenir en France, essayer de voir avec votre agent à revenir du coup sur le championnat français? Oui, bah après moi, le championnat français, c'est un championnat que je connais, c'est un championnat qui me plaît. Bien sûr que voilà, là j'ai eu l'opportunité de partir en Belgique, de jouer l'Europa League, donc j'ai pas hésité. Après, si un projet en France se présente et est intéressant, bien sûr que je suis pas contre le championnat français, bien au contraire. Je n'aurais pas de raison de ne pas revenir. Et justement, puisqu'on parle du championnat français, restons-y un petit peu. La saison qui va commencer, en fait, s'annonce encore visiblement être presque sous la domination prévue du PSG. Moi c'est mon avis, est-ce que c'est également le vôtre, ou est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un peu plus de débat, je dirais, dans le haut de tableau pour le titre? Non, oui, forcément, je pense que Paris Saint-Germain va encore dominer le championnat. Après, il faut attendre un petit peu de voir ce que va faire Monaco, parce que je pense qu'ils vont avoir quelques arguments, ils vont essayer de recruter encore. Quand on voit le Colombien James Rodriguez, ce qu'il fait à la Coupe du Monde, s'il avait reproduire ça dans son équipe avec Monaco, ça peut être une équipe qui peut le gêner comme la saison dernière, mais voilà, donc on va attendre de voir le recrutement de Monaco, mais bon, je ne me fais pas de soucis pour le PSG. Je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises à ce qu'il soit champion. Il y a, mis à part Ibra, il y a un ou plusieurs joueurs qui vous marquent particulièrement, que vous appréciez particulièrement, que vous espérez voir briller sur la saison qui vient? Bon, après, le joueur que j'admire, moi, c'est Zlatan Ibrahimovic. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Parce que voilà, c'est un joueur un peu atypique au niveau de son caractère. Et puis, ce qu'il fait sur le terrain, c'est extraordinaire. Il a des statistiques qui font peur pour un défenseur, qui font vraiment peur. Mais voilà, donc c'est un joueur que j'aime bien avec beaucoup de charisme. C'est un joueur qui me plaît bien. Donc fan d'Ibra avant tout, et vous attendez beaucoup d'Ibra. Vous pensez qu'il va faire encore mieux? On se demande en fait à chaque fois s'il peut faire mieux chaque année. Voilà. Ouais, mais chaque année on se dit c'est pas possible qu'il fasse mieux, mais à chaque fois il le fait, donc bon, on va avoir encore quelques ans. C'est sûr que ça va être compliqué, mais avec le Zlatan, rien n'est possible. On verra bien. Surtout qu'il aurait été reposé par rapport à la Coupe du Monde, il aurait eu du repos, ou que d'autres l'ont peut-être. Ouais, il aurait eu des vacances. Ouais, voilà. Il aurait eu des vacances. Voilà. Et justement, au niveau Coupe du Monde, la Belgique qualifiée pour les quarts, ça se vit forcément grandement, je pense, là-bas. Pour vous, personnellement, vous vivez comment entre la Belgique qualifiée et la France de l'autre côté également qualifiée? Moi, je suis supporter français, je suis un Français pur souche, donc voilà, moi, je suis pour la France. La Belgique, voilà, là, c'est vrai que je vois l'effervescence qu'il y a ici, parce que ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas en Coupe du Monde. Puis surtout, ils ont une belle équipe nationale, avec de très bons joueurs, donc ils peuvent aller loin. Là, ils vont jouer contre l'Argentine, donc l'Argentine, on a vu qu'ils n'étaient pas au mieux, donc bon. Ils ont un coup à jouer, mais bon, voilà. S'il fallait choisir une équipe entre la Belgique et la France, je prends la France, on hésite. Oui, donc une finale.
sans rentrer après dans de la politique, mais c'est vrai qu'on sent, à travers cette Coupe du Monde en Belgique, on sent vraiment une unité qui fait du bien au Royaume quand même. Hein. Oui, voilà, le football, c'est un sport populaire, donc forcément, ça rassemble énormément de personnes. On voit même en France, voilà, tous les problèmes s'arrêtent le temps de la Coupe du Monde, le temps que l'équipe de France joue, tout va bien, mais surtout quand ils gagnent. Donc voilà, c'est la beauté du sport qui apporte ça. C'est sûr, et il faut mettre en avant parfois cette beauté du sport et du football, parce que c'est vrai que des fois on voit des choses qui sont pas belles au football, mais on voit aussi des choses qui sont belles, et ça en fait partie, comme France 98, comme là ce qu'on voit, enfin ce que je ne vois pas, mais ce qu'on me raconte depuis la Belgique à travers cette Coupe du Monde, et ce que vous venez de dire aussi, que le pays est derrière son équipe. C'est joli de l'entendre et de le voir pour vous aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, on voit que voilà, tout le monde est derrière son équipe, les gens se rassemblent pour regarder les matchs. Voilà, ça apporte un peu de joie dans le quotidien, qui n'est pas forcément simple pour certains. Donc, c'est sûr que c'est une bonne chose. Vous en êtes conscient, vous, footballeurs, quand même, que à tout niveau, à travers le maillot que vous portez, à travers que ce soit équipe locale ou nationale, que vous pouvez transmettre, que par cette popularité de ce sport, vous transmettez beaucoup de choses et beaucoup de valeurs au grand public. Oui, bien sûr qu'on en est conscient. C'est qu'on voilà, on fait un métier public qui viennent regarder, les petits gamins au bord des stades qui aimeraient être à notre place, donc forcément on essaye de dégager une image positive de ce sport. Voilà. Tout en restant des êtres humains aussi. Ouais, tout en restant des êtres humains aussi à certains moments. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et je vais parler de l'autre moitié de l'espèce humaine. Je vais parler des femmes, parce que je suis monsieur foot féminin sur la station, et j'aimerais savoir si vous regardez un peu le foot féminin, si vous avez l'occasion de jeter un œil de temps en temps, et comment vous le percevez. J'ai pas entendu, excusez-moi. Oui, je dis en fait que je voulais parler un peu du foot féminin, et j'aurais aimé savoir, voilà, parce que bon, je suis le spécialiste du foot féminin sur Ville-Lumière, donc à chaque fois j'en profite pour poser un peu quelques questions, et déjà savoir un petit peu si vous connaissez un petit peu le foot féminin, quel regard vous portez sur le foot féminin. Je connais pas énormément, mais j'ai suivi quelques matchs. Je suis allé voir un match de l'équipe de France quand je jouais à Pro. J'étais venu jouer. Après, voilà, je trouve que c'est un football qui s'est énormément professionnalisé aussi. On voit de très bonnes joueuses. Et puis là, je pense qu'avec la nouvelle entraîneur de Clermont-Ferrand, ça va donner une nouvelle porte ouverte pour les femmes d'entrer dans le monde du foot professionnel. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que bon, c'est Corinne Diacre, ça a été une grande joueuse française, et bon, Clermont avait d'abord pris une portugaise, maintenant une française. C'est vrai que je trouve que c'est une bonne chose. Vous pensez qu'elle a des chances de réussir à s'imposer dans le foot masculin, et parce que c'est vrai qu'on le dit en fait très misogyne, le foot tout de même. Vous pensez qu'elle peut, dans un club comme Clermont, faire sa place? Oui, voilà, après j'ai lu un peu des écrits de journalistes qui disaient qu'elle avait eu son diplôme d'entraîneur par la voie classique. C'était la première, donc forcément elle a eu une grande carrière de joueuse, donc elle a tout pour s'imposer dans ce poste-là. Maintenant, voilà, que ce soit des femmes ou des hommes, je ne pense pas que ça fasse une grande différence. Après, c'est sûr qu'au niveau de quand
mais voilà, je pense que c'est le seul point où, voilà, après au niveau du terrain, c'est le terrain qui décidera, c'est pas le fait que ça soit une femme ou un homme, si elle a des bons résultats, ben voilà, ça sera tout bien pour elle. Mhm, tout à fait. Et c'est vrai que bon, je sais qu'il y a un grand nombre déjà d'entraîneurs qui en foot féminin qui la soutiennent. Entre autres, je pense à Patrice Lair qui me disait dans une interview, bah, c'est vrai que lui il entraîne des femmes, c'est un homme qui entraîne des femmes. Pourquoi pas l'inverse? En tout cas, bon, il soutenait à l'époque, c'était à l'époque où c'était l'entraîneuse d'origine portugaise qui devait y être. Et bon, je sais très bien qu'il soutient tout autant Corinne Diacre, et je pense peut-être même d'autant plus. Donc, c'est vrai que vous pensez que ça peut être finalement le déclic pour relancer le foot féminin, plus peut-être qu'un titre international, ou le meilleur moyen finalement de médiatiser le foot féminin serait de passer par le foot masculin? Ouais, honnêtement, je sais pas, voilà, peut-être si une femme entraîneur devient entraîneur des hommes, je sais pas si ça va augmenter le nombre de licenciés chez le foot féminin, mais si je me trompe pas, le foot féminin est en constante augmentation. Ouais. D'année en année, donc voilà, c'est que déjà il y a une bonne équipe de France de foot chez les féminines, donc forcément ça aide. Après, je sais pas si ça aidera sûrement, voilà, surtout si elle a de bons résultats, je pense que ça fera une bonne pub pour le foot féminin. Et oui, c'est ce que je pense aussi. Je voulais vous poser en fait une dernière question, parce que c'est vrai que le temps passe et on approche de la fin de notre émission. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Raphaël Caceres pour la saison qui vient, d'un point de vue personnel en fait, et footballistique. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est de réaliser la meilleure saison possible, en marquant le plus de buts possible et faisant le plus de passes. Voilà. Après essayer d'avoir un titre, que ce soit un championnat ou une Coupe de Belgique. La Coupe de Belgique. Voilà, la Coupe de Belgique, ça serait sympa. Là, on est passé juste à deux doigts la saison dernière. J'espère que cette saison, on pourra faire quelque chose. Oui, on vous le souhaite alors. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, c'est sur ces paroles pleines d'espoir et puis de bonne intention. Venez à la radio, dès que vous remportez cette Coupe de Belgique, vous serez le bienvenu sur notre radio Vie Lumière. Ah oui. Avec plaisir. Et puis si on a le budget, on viendra peut-être même vous filmer pour la finale, si on a le budget, l'année prochaine. C'est sympa. Ok. Tout est d'accessibilité, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à vous pour le temps que vous nous avez consacré. Merci de la part de toute la station Ville Lumière et des auditeurs qui ont pris sûrement plaisir à vous écouter. Et puis on vous souhaite en effet le meilleur. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.